Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission depuis le Caire. Le thème aujourd'hui concerne le Maroc, terre de paix, de réconciliation et de dialogue, afin de trouver une solution à la crise libyenne. Chers téléspectateurs, le Maroc a été depuis toujours une terre de paix qui appelle à la réconciliation et au dialogue pour mettre un terme au conflit que connaissent les pays frères. Sa neutralité positive et active entre les belligérants en Libye a joué un rôle majeur dans la réconciliation et l'entente nationale entre les frères libyens. Le Maroc a joué depuis longtemps un rôle exemplaire et positif pour résoudre cette crise en gardant ses portes ouvertes aux Libyens de 2015 jusqu'à aujourd'hui. Le Maroc a tracé la feuille de route de sortie de la crise libyenne avec l'accord de Skhirat, où ce dialogue libyen a vu le jour après l'échec de toutes les solutions pacifiques et après une guerre dévastatrice et coûteuse en vie humaine et richesse. Le Maroc tend à nouveau la main pour libérer les Libyens de ce combat haineux en accueillant le dialogue inter-libyen à Bouznika pour mettre fin aux souffrances du peuple libyen. Le Maroc a jeté son dévolu sur la question libyenne parce qu'il est convaincu que la stabilité de la Libye est importante pour la sécurité et la stabilité de toute la région du Maghreb. Le Maroc continue également de consolider son rôle de fervent défenseur des causes arabes justes et de confirmer sa position de havre de paix et de terre de tolérance et de réconciliation sur le continent africain et dans le monde arabe. Pour éclairer ce sujet, approfondir les débats sur ces différents aspects, je suis honoré d'inviter Dr Ikram Badreddine, professeur et chef du département de sciences politiques de l'Université du Caire. Bonsoir à vous et aux téléspectateurs. Je suis également honoré d'inviter Amani Tawil, spécialiste des affaires africaines au Centre Al-Ahram d'études politiques et stratégiques. Bonsoir à vous et aux téléspectateurs. Le rôle du Maroc dans la résolution de la crise libyenne s'est basé sur une série de pourparlers, notamment depuis l'accord de Skhirat jusqu'au dialogue de Bouznika. Comment voyez-vous le rôle du Maroc dans la résolution de cette crise libyenne ? En fait, le rôle du Maroc est un rôle influent, exemplaire et positif. D'autant plus que le Maroc est l'un des pays voisins de la Libye et donc de nombreux efforts ont été déployés. L'accord de Skhirat a été la base selon laquelle les fonctions de la Chambre des représentants et du gouvernement d'union nationale ont été définies, puis des visites continues de hauts responsables libyens et de diverses factions libyennes ont eu lieu au Royaume du Maroc. Aussi, il y avait une réunion en 2018, puis à partir du 6 septembre et pendant 2 jours, il y a eu des pourparlers entre les belligérants libyens dans la ville marocaine de Bouznika. Donc, il s'avère que le Maroc attache une grande importance à la question libyenne en essayant de rapprocher toutes les parties. Je tiens à vous dire que le Maroc s'intéresse également à la question libyenne pour des raisons géographiques et stratégiques. Le Royaume est peut-être intéressé par le fait que le prochain régime libyen soit en harmonie avec lui pour éviter les grandes tensions qui se sont produites à l'époque de l'ancien président libyen, Mouammar Kadhafi, entre la Libye et le Maroc. C'est dans l'intérêt de la stabilité du Maghreb. Exactement. En plus de cela, un autre point important réside dans le fait que le Maroc veut que la solution soit purement libyenne, car le Maroc ne présente pas de proposition et n'impose pas d'idées spécifiques. Le rôle du Royaume s'inspire de la philosophie des Nations Unies et ses efforts à travers plusieurs conférences sur la Libye, comme la conférence de Genève et la conférence de Berlin. Et l'Union européenne et l'initiative égyptienne. Oui, bien sûr, tout à fait, comme l'initiative du Caire sur la souveraineté libyenne. Il s'avère que le rôle marocain a été accepté par toutes les parties libyennes, régionales, internationales également. D'autant plus que le Maroc est considéré
comme un pays neutre qui s'adresse intelligemment aux parties régionales et aux parties libyennes dans ce conflit. Et ainsi, cela présente le Maroc, le royaume du Maroc, en tant que médiateur honnête aux protagonistes libyens. J'aimerais que vous clarifiez aux téléspectateurs arabes pourquoi le Maroc cherche-t-il une solution et joue ce rôle dans la résolution de la crise entre les frères en Libye. Le Maroc agit pour la paix en Libye pour plusieurs raisons. Je cite la plus importante, qui concerne l'orientation stratégique marocaine dans la relance de la région de l'Union du Maghreb arabe, et la Libye fait partie de cette union. La perspective marocaine estime que la stabilité dans cette région est une question primordiale qui permettra une croissance économique réelle pour tous les pays voisins. Nous voyons ici une volonté politique, historique, marocaine de parvenir à la stabilité régionale des pays de cette région pour essayer de construire ensuite un consensus régional. Bien évidemment, ce grand projet a été entravé par deux choses, à savoir l'investissement algérien dans le front Polisario et la situation en Libye qui menace la sécurité des pays du Sahel et du Sahara. Cette menace a un lien très étroit avec la sécurité nationale marocaine. De ce fait, le Maroc offre une plateforme de dialogue pour les parties libyennes sans agenda marocain, comme l'explique le ministre Nasser Bourita. Le ministre des Affaires étrangères. Oui, et je considère cette plateforme de dialogue comme une ingénierie politique marocaine très appropriée qui va de pair avec la perspective et la vision internationale que représentent les Nations Unies et les capitales européennes. Le Maroc a recouru également la veille des pourparlers de Bouznika à l'idée de coordination régionale quand le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s'est entretenu avec son homologue égyptien, Sameh Choukri. Lors du premier round du dialogue. Oui, et au cours de ce premier round du 6 septembre, le ministre Sameh Choukri a fait des déclarations positives dans ce contexte et une délégation libyenne est venue de Bouznika au Caire pour des consultations. Le Maroc a fourni une architecture politique pour cette plateforme et a ensuite accordé aux interlocuteurs libyens un espace de liberté complet pour un dialogue interne. Car le succès de ce dialogue vise à préserver l'unité de la Libye et à fournir les conditions favorables à la stabilité libyenne et à créer un environnement propice au dialogue politique, comme c'était le cas et qui aura lieu à Genève. Le Maroc se tient à la même distance de toutes les parties en Libye et c'est ce qui l'a amené à faire acte de présence dans la scène libyenne. Comment, à votre avis, les frères en Libye peuvent-ils s'entendre sous les auspices du Maroc dans la résolution de ce conflit? Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, car le Maroc se trouve à égale distance des parties libyennes, ce qui lui a valu l'approbation de toutes les parties. Je tiens à souligner que le moment est bien choisi pour les pourparlers de Bouznika, car il est intervenu après quelques semaines de visites de différentes parties libyennes au Maroc. Il y a eu une visite de M. Aqil Saleh, président du Parlement libyen de Tobruk, ainsi qu'une visite de M. Khalid El-Meshri, président du Haut Conseil d'État libyen, et également une visite de Mme Stephanie Williams, la représentante spéciale par intérim du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye.
Tous ces facteurs ont fait que le timing acquiert de l'importance car le Maroc incarne la neutralité entre les différentes parties libyennes et insiste, je dis bien insiste, sur le fait que le consensus et les propositions soient purement libyennes. Sans interférences extérieures. Effectivement, voilà. Le Maroc tente de parvenir à ce consensus parce que l'ingérence étrangère complique la situation. On parle de deux parties en Libye et si ces deux parties disposent d'un environnement approprié pour parvenir à un accord, cela peut se faire sans ingérence des parties régionales ou internationales. Cette approche marocaine a été acceptée par toutes les parties concernées, puisque le Royaume n'a pas hésité à intensifier ses efforts depuis 2015, l'année de l'accord de Skhirat, en les conjuguant aux efforts d'unification de la région du Maghreb arabe et de la création d'une atmosphère de stabilité. Et bien sûr, cela se reflètera dans le consensus libyen, puisque le Maroc se caractérise par des politiques et des tentatives réconciliantes qui vont en symbiose avec les résolutions des Nations Unies, la conférence de Berlin et l'initiative du Caire. Et donc, cela signifie qu'il existe une harmonie claire entre la position marocaine et ses initiatives, et je pense que cette question peut créer une sorte d'élan pour ces réunions. Quels sont les acquis que peut tirer le Maroc de son parrainage de ce dialogue interlibyen? Les acquis seront bénéfiques à tous les États de l'Union du Maghreb arabe et au Maroc en tant que pays voisin. D'un point de vue personnel, à mon avis, je vois que l'intérêt du Maroc réside dans le fait que le prochain régime en Libye reste en harmonie avec le Maroc, parce que la période de l'ancien président libyen Mouammar Kadhafi a été témoin de grandes tensions entre le Maroc et la Libye, et le Front Polisario, qui a été créé de toutes pièces avec le soutien de Kadhafi. Et donc, à mon avis, le Maroc a des intérêts géographiques, stratégiques et politiques pour parvenir à une solution entre les parties libyennes en conflit. Chers téléspectateurs, nous poursuivons cette discussion après une courte pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission. Avant la pause, Dr Ekram a parlé des acquis qui seraient le fruit du parrainage marocain du dialogue libyen. Dr Amani, le roi Mohamed VI a toujours souligné que le dossier libyen n'est pas une question diplomatique ni une question de différends politiques. Il s'agit plutôt d'un dossier lié au sort d'un pays frère avec lequel nous avons des liens de fraternité et que sa stabilité fait partie intégrante de notre stabilité. Comment voyez-vous cela? C'est une vision clairvoyante et perspicace. Si vous jetez un coup d'œil sur la carte de l'Afrique du Nord, vous verrez que la zone libyenne forme une vaste zone géographique et géopolitique qui peut affecter toute la région. Et comme je l'ai déjà mentionné, le Maroc, avec sa perspective stratégique, voit l'Afrique du Nord comme un potentiel prometteur de coopération au niveau économique et politique. La situation en Libye est une situation qui menace la sécurité nationale de tous les pays d'Afrique du Nord, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc.
Par conséquent, cette question nécessite la coopération et l'entente de toutes les parties, sans aucune interférence extérieure. Ici réside l'essence de l'approche marocaine quant à gérer les pourparlers de Bosneka. Le roi du Maroc a souligné que le royaume ne vise aucun intérêt en déployant ses efforts pour trouver une solution à la crise libyenne, ce qui signifie que le Maroc ne compte sur aucune rentabilité diplomatique ou acquis politique. Il compte plutôt sur la stabilité de la Libye, sur l'unité du territoire national libyen, sur le succès du dialogue politique, car tout cela profitera au Maroc et à tous les pays voisins, aux pays du Sahel et du Sahara et à tous les pays d'Afrique du Nord. Je vois que la vision royale est une vision stratégique visant la stabilité politique et se reposant sur une perspective juste et correcte pour traiter ce dossier libyen. C'est une position absolument neutre et objective entre toutes les parties. Bien sûr, la position neutre doit avoir des données et le Maroc a fourni ces données. Et donc la position marocaine est absolument neutre. L'Union européenne a salué la contribution du Maroc et son parrainage du dialogue libyen pour résoudre la crise libyenne. Comment voyez-vous cela ? Effectivement, l'Union européenne en a fait l'éloge et je veux ici évoquer l'exemple des efforts du Maroc lors de l'initiative « Faire taire les armes en Afrique » de l'Union africaine. Le secrétaire général de l'ONU, lors de la dernière réunion de l'Assemblée générale le mois dernier, a également proposé une initiative de trouver des solutions, des compromis et des conflits qui secouent la planète. Et donc nous comprenons que l'initiative et la contribution marocaine sont compatibles avec les initiatives internationales et africaines. Et donc l'objectif est de parvenir à la stabilité dans la région. D'autant plus que le Maroc est l'un des pays voisins et donc tous les développements qui auront lieu en Libye se reflèteront également au Maroc et en Égypte. Et donc on note ici que le Maroc déploie à cet égard des efforts qui ne se contredisent jamais avec les efforts internationaux et les efforts africains. Les efforts du Maroc visent un consensus et un rapprochement entre les différentes parties libyennes pour promouvoir un processus de paix ou un consensus afin de stabiliser la situation en Libye, économiquement et en termes de sécurité territoriale et des institutions libyennes. Et donc, c'est un acquis pour la Libye, pour le Maroc et pour la région dans son ensemble, car la crise libyenne affecte également l'Union européenne et le monde dans son ensemble, parce qu'il y a des parties externes impliquées politiquement dans cette crise. Donc, nous comprenons dans ce contexte l'importance des efforts que déploie le Maroc pour parvenir à un consensus entre les parties libyennes. La réussite du Maroc au niveau de l'instauration et la consolidation de la paix entre les parties libyennes au conflit permet certainement d'atteindre la paix et la stabilité dans la région arabe et en Afrique du Nord. En tant que spécialiste des affaires africaines, où réside cette influence sur les pays africains en général et sur les pays arabes en particulier ? En fait, il y a une double influence. Car le Maroc, en cherchant à résoudre le conflit libyen et en ouvrant des horizons au dialogue politique, fournira des conditions de sécurité plus appropriées pour tous les pays de la région. Ce qui signifie que les dépenses militaires diminueront probablement dans de nombreux pays d'Afrique du Nord qui placent des forces militaires sur leurs frontières avec la Libye
Donc l'ampleur des préoccupations concernant les milices armées de Daesh et d'autres diminueront. Et ça paie toute ingérence étrangère. Exactement, et encercler ces milices dans tous les pays du Sahel. La situation sécuritaire dans la région est directement affectée en raison de ce qui se passe en Libye, comme au Tchad par exemple et au Mali, qui sont touchés directement par la situation en Libye. Cette tentative d'instaurer la paix en Libye se traduit dans la région au niveau de la sécurité, des dépenses militaires, de la stabilité politique et de la capacité des pays du Sahel à affronter les milices. Elle se traduit aussi par le pouvoir d'un État comme le Nigeria à faire face au groupe Boko Haram. L'accent est mis ici sur les problèmes internes et non sur la dispersion des efforts des pays autour de la sécurité des frontières et de la sécurité intérieure. Les pays du Sahel et d'Afrique du Nord font face à des pressions sans précédent pendant et après ce conflit libyen. Les interactions libyennes ont affecté la situation sécuritaire en général dans la région. Et je mentionne ici un cas similaire, comme à l'époque de la décennie noire en Algérie, et comment cela a affecté l'incubation des milices armées et comment ces milices ont été actives dans les pays du Sahel et de l'Afrique saharienne et ont affecté toute la sécurité régionale. Il s'agit d'un cas d'enchevêtrement qui ne peut être facilement démêlé que par la consolidation de la sécurité, de la stabilité, de l'unité du territoire national libyen et de la souveraineté de l'État national libyen au niveau sécuritaire et militaire au sens national et global. Tout cela se reflète en Égypte, au Maroc, en Algérie, en Tunisie et sur les économies de tous les pays de la région. Comment voyez-vous ces négociations en cours entre les Libyens et ces récentes ententes? Ce mois-ci, actuellement, des résultats positifs ont été obtenus et qui serviront de base. En attendant la prochaine étape de pourparlers à Genève. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Je voulais parler de ces questions positives qui ont été accomplies, telles que celles liées aux institutions de contrôle et aux institutions importantes en Libye. Les accords à trouver sur les noms des potentiels dirigeants de ces institutions, comme la Banque centrale, le parquet général et la Cour suprême. Donc, il y a des résultats positifs qui ont été obtenus et qui ouvriront la voie à la prochaine étape à Genève. Le dialogue libyen au Maroc a ouvert la porte à davantage d'ententes entre les parties libyennes afin de parvenir à une solution politique à cette crise qui a touché le peuple libyen. Et maintenant, il y a des progrès vers un consensus entre ces parties. Et je pense que la congestion vécue dernièrement par les Libyens a été résorbée. Effectivement, l'intolérance entre les différentes parties a été résorbée quand le Maroc a réussi à les réunir. Ce pays neutre non aligné et qui n'impose ni conditions ni propositions spécifiques. Le climat général des pourparlers a été positif. Bien sûr, le climat général a été positif et constructif et l'objectif final était de parvenir à un règlement politique qui met fin à ces combats et à ces problèmes à l'intérieur de la Libye et de consacrer les institutions étatiques et préserver la richesse du peuple libyen et son intégrité. De même, les canons se sont tus et donc
toute sorte de guerre civile ou d'infiltration d'organisations terroristes est vouée à l'échec. C'est pourquoi je disais au début que la crise libyenne jette son ombre sur tous les pays de la région arabe, de l'Union européenne et du monde entier. Et il est évident aujourd'hui qu'une importante étape a été franchie au Maroc. Une dernière question pour conclure. Quelle serait la recette pour mettre fin à la crise libyenne? À mon avis, il doit y avoir une certaine forme de maturité politique pour atteindre des niveaux minimums de ces accords entre les parties. Deuxièmement, il doit y avoir une sorte de renoncement à soi-même chez certaines parties au nom de l'intérêt national. Je veux dire ici que l'agenda doit être purement national et il faut que les parties soient conscientes que les solutions définitives ne peuvent être trouvées. Au contraire, les solutions seront tributaires, selon les étapes, de la bonne volonté nationale qui fera fi de toute interférence extérieure. L'intérêt national doit prévaloir. Exactement. L'intérêt national libyen et l'intérêt de l'État libyen et l'unité du territoire national libyen, loin de tout intérêt partisan personnel ou régional, nécessitent une sorte de bonne volonté. Car la région arabe a payé le prix de la polarisation politique, ce qui a conduit à une certaine instabilité dans la région arabe. Cela a plus que jamais affaibli la capacité des régimes arabes de protéger leurs entités. De ce fait, le Maroc a joué un rôle d'avant-garde dans la préservation de l'ordre arabe pendant cette crise. À la fin de cet épisode, nous ne pouvons qu'exprimer nos sincères remerciements à Dr Ekram Badreddine, professeur de sciences politiques à l'Université du Caire. Merci également à Dr Amani Tawil, spécialiste des affaires africaines au Centre Al-Ahram d'études politiques et stratégiques. Chers téléspectateurs, à la prochaine.